Dossier du jour, on va s'intéresser aux maisons de campagne. Viens à la maison, il y a le printemps qui chante. Qui n'a jamais rêvé de s'offrir une résidence secondaire, que ce soit à la mer, à la campagne, à la montagne? Les Français en sont friands, si bien que les résidences secondaires représentent pas moins de 10% du parc immobilier français. Mais acheter une maison secondaire, est-ce vraiment accessible à tous? Comment dénicher les bons plans? Où est-ce le plus intéressant d'acheter? Puis quelles sont aussi les contraintes qu'impose une maison de campagne? C'est notre dossier du jour. Vous pouvez évidemment réagir sur les réseaux sociaux. Avec nous pour parler de tout ça, Fabrice Abraham, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Guy Hockey Immobilier, grande agence immobilière. À vos côtés, Olivier Marin, bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef de Propriété Le Figaro et d'Explorimo et auteur de Le Mémo de l'Imo. C'est aux éditions Le Mécène. D'abord, le marché de la résidence secondaire en France, c'est un marché qui se porte plutôt bien, non ? Qui se porte mieux, on va dire, Oui. parce qu'on a eu en fait depuis 2008, c'est un marché qui a été délaissé à cause de la crise. Beaucoup d'étrangers, beaucoup de Français ont délaissé en fait. C'est un marché plutôt passion que de raison. Et puis c'est revenu parce que les conditions économiques sont meilleures, parce qu'il y a de la confiance et parce que les prix avaient beaucoup baissé et qu'on a des taux de crédit très intéressants, 1,50% en moyenne depuis quasiment 1 an et demi, ce qui fait qu'il y a un engouement de nouveau pour les résidences secondaires. Donc c'est reparti. Et Avec beaucoup de biens à vendre actuellement ? Beaucoup de biens à vendre. Et puis c'est vrai que Maya le dit, c'est un rêve pour beaucoup de Français. On avait réalisé pour Explorimo un sondage. En fait, 59% des Français rêvent d'avoir une résidence secondaire. Alors après, pas n'importe où, pas à n'importe quel prix. Mais en tout cas, c'est un véritable rêve parce qu'il y a cette envie de retour à la nature, l'envie aussi de retour d'air pur, de déjeuner au soleil. C'est le pied-à-terre pour les vacances, c'est la maison de famille. Enfin voilà, c'est tout ça. C'est un rêve extraordinaire. C'est un rêve qui est très français ? Partout, on achète des résidences secondaires. 3 307 000 résidences secondaires en France. Et il faut savoir que sur ces 3 307 000, donc c'est l'INSEE qui l'indique, c'est 4 fois plus par exemple qu'en Allemagne. C'est très français. Très français. On est les champions d'Europe. Et alors la moitié des résidences secondaires sont situées côté littoral. C'est plutôt le bord de mer en fait qui est privilégié. Ouais, vous nous confirmez que c'est... Oui, il y a des paradoxes. C'est-à-dire que savez-vous que la France est la mauvaise élève de la classe européenne sur le taux de propriétaires? Ce que je veux dire, c'est que nous avons 58% de Français propriétaires de leur résidence principale, comparé à une moyenne de 65%. Et le paradoxe fait que nous sommes dans le même temps champions du monde de la résidence secondaire. C'est quoi l'histoire? On ne peut pas acheter notre résidence principale, donc on va acheter une secondaire? Souvent, vous habitez une ville où il devient impossible, par rapport au prix au mètre carré, d'acheter votre résidence principale, et vous rassurez un peu, vous consolez, je ne sais pas comment vous le formulez, mais vous allez acheter un petit lopin de terre, pas forcément à l'île de Ré, pas forcément à Courchevel, vous pouvez acheter une maison à la campagne. Vous nous direz dans un instant justement si c'est intéressant cette opération-là. Mais donc les Français sont champions du monde des résidences secondaires, mais entre le crédit bancaire, les travaux, les charges, les impôts locaux, ça peut vite se transformer en gouffre financier, sachant que vous passerez dans ces résidences en moyenne 35 jours par an. Alors la solution, ça peut être d'acheter à plusieurs. On est allé à la rencontre de groupes d'amis qui sont bien décidés à partager les frais pour vivre leur rêve d'évasion. C'est un reportage d'Alexandra Limy et Estelle Casérus. Tous les week-ends, Michael et Luc, deux proches amis, s'échappent des klaxons et de la pollution des villes pour regagner l'air pur de la campagne. Ils sont les heureux propriétaires de cette ancienne cidrerie du 19e siècle, une résidence secondaire qu'ils ont achetée à deux. À la base, on louait des maisons à plusieurs. On aimait passer des week-ends à la campagne entre potes. En termes financiers, plus on est nombreux, en l'occurrence deux, moins ça nous coûte cher. En l'occurrence, moitié moins cher. Moitié moins cher, certes, mais cela ne nous dit toujours pas combien coûte cette maison de 1000 mètres carrés. Elle nous a coûté un peu moins de 200 000, ce qui fait que du coup ça nous fait un crédit d'à peu près 1 000 euros par mois, donc 500 euros chacun sur une quinzaine d'années. À 200 euros le mètre carré, l'opération est plus qu'intéressante, surtout quand on sait qu'il y a une piscine. Tu peux le voir qu'on a un joli bassin, qui était une piscine à la base, qui est une mare aujourd'hui. Et surtout, ce qui nous a bien motivé à acheter la maison, c'est la vue qu'on n'a pas à Paris en fait. Pas de voisins, pas de périph', que de la tranquillité. De la tranquillité pour un prix défiant toute concurrence, mais attention à la contrepartie. Car si la superficie de cette maison est impressionnante, les travaux le sont tout autant. Cela fait 1 an qu'ils passent tous leurs week-ends et leurs vacances à la rénover. Aujourd'hui d'ailleurs, c'est atelier électricité. Alors, faut que tu me passes les câbles de la chambre 3 et 4, s'il te plaît.
Comme tu peux le voir, là, on est en train de mettre de l'électricité à l'étage, parce que pour le moment, on n'en a pas. Et voilà, il y a l'électricité là-haut. S'ils ont réussi à remettre du courant à l'étage, tout n'a pas toujours été facile durant cette première année de chantier. Donc bienvenue dans le camping. C'est marrant d'habiter dans un chantier en fait. D'ailleurs, tu peux voir ici un pied qui a traversé le plafond. C'est quand on était dans le grenier où on est passé à travers. Ça m'éclate, Luc aussi jusqu'à présent. Donc c'est un gros joujou qui nous amusera, j'espère, jusqu'à la fin de nos jours parce qu'on a de quoi faire. Un gros joujou certes, mais qui a un prix, car si la demeure ne coûte que 200 000 €, les deux amis comptent dépenser la même chose en travaux. On va mettre un certain montant, on parlait entre 15 et 20 000 € par an. Sur 10 ans, ça fera 200 000. On a un logiciel qui nous permet de consulter les comptes de chacun. Et puis chacun a sa partie comptabilité à faire, ce que fait un peu moins souvent Luc. C'est de rentrer les frais, de voir qui a mis quoi, de répartir au mieux pour qu'on sache où est-ce qu'on va et comment on le fait. Et c'est là qu'il faut savoir s'entendre, car si l'un n'est pas d'accord, l'autre ne peut rien faire. Nous sommes à 50-50, donc on est obligatoirement obligé de trouver un compromis quoi qu'il arrive. Sinon, les solutions, c'est de revendre et de partager la vente. Soit c'est de partager la maison, c'est-à-dire de faire une ligne de démarcation ou s'attribuer un bâtiment chacun, soit de racheter les parts de l'autre. Pour éviter d'arriver à ces solutions, Mickaël et Luc n'ont pas d'autre choix que de bien communiquer. Comme dans un couple en fait, c'est d'avoir une grande dose de communication et puis d'anticiper le fait qu'il va y avoir des blocages. Est-ce que le jour où on aura des enfants et qu'on aura nos femmes et que j'espère que ça se fera pas, mais que nos femmes s'entendent pas, il va falloir trouver une solution là-dessus. Jusqu'à présent, ça va. Ça se tient. Et il n'a pas de femme. Tant que tout le monde est d'accord, tout va bien, mais plus on est nombreux, plus il peut être difficile de s'entendre. Voilà pourquoi il est nécessaire de tout acter en amont. C'est ce que comptent faire Guillaume et ses amis qui s'apprêtent à acheter une maison de 300 mètres carrés dans Lyon. Mais avant de signer, ils veulent vérifier les derniers détails avec leur notaire. Plutôt qu'acheter de manière classique en indivision, le notaire va leur proposer un montage juridique différent, constituer une société civile immobilière. Ce qui fait qu'au lieu d'acheter une partie de la maison, on achète une part dans une société qui possède la maison. Quand on achète entre amis, moi je conseillerais de faire une société civile, tout simplement parce que du coup, ça évite les blocages. C'est très ouvert, c'est un peu du à la carte. Dans ta société, tu mets un peu ce que tu veux. Donc il vaut mieux d'avoir une règle du jeu avec comment ça marche, à quelle majorité on décide, etc. Ils ont intérêt à bien tout prévoir, car si aujourd'hui ils ne sont que 3 à être présents, ils comptent acheter cette maison à 6. Le prix, 225 000 € qui comprend la valeur de la maison, les frais de notaire et d'agence, ainsi que les futurs travaux et les frais d'ameublement et l'achat d'une voiture. Ils ont décidé de tout financer à part égale, soit un investissement de 35 000 € par personne. Et pour la gestion de la maison au quotidien, ils sont tous tombés d'accord. On s'est fixé des règles assez simples. Chacun est le propriétaire de sa chambre. Donc elle est disponible quand il veut. Quand on n'est pas là, notre chambre est tout à fait utilisable par les autres. Le tout, c'est toujours de la retrouver un peu dans un état correct, d'où les frais de ménage qui sont déjà inclus dans le projet. Toutes ces règles ont été inscrites noir sur blanc dans un document annexe au statut de la société. On appelle cela un pacte d'associés. Et le gros avantage de la SCI, par rapport à un achat en indivision, c'est qu'on peut tout prévoir. Dans les choses importantes, il y a évidemment prévoir le cas de décès d'un associé, prévoir le cas de mésentente, comment est-ce qu'on sort l'autre personne. Et puis là, dans le cas très particulier d'un achat d'une maison de campagne, il y a quand même l'idée de savoir comment est-ce qu'on envisage cette occupation. Est-ce que le gérant peut louer la maison, pas louer la maison? Est-ce qu'on habite ensemble dans la maison? Est-ce que c'est chacun un mois, chacun une semaine? Si jamais il y a des travaux, qui participent aux frais? Dans quelle proportion? Et s'il y en a un qui n'y participe pas, quelles conséquences? Est-ce qu'on peut prévoir de l'exclure? Guillaume, Nicolas et Salwa devraient signer sous peu et profiter dès le printemps de leur petit coin de paradis. Alors là, c'est vrai qu'ils ont trouvé une solution pour que ce soit un peu moins cher, mais on a beaucoup de réactions, notamment Viviane qui nous dit acheter une maison de campagne, c'est pour les riches. Peu de gens peuvent acheter ce genre de bien. Philippe, lui, nous a dit, peut-on sérieusement trouver une résidence secondaire pour moins de 100 000 €? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce que finalement les résidences secondaires, c'est globalement pour les plus aisés? Pas forcément. Il y a la résidence secondaire. On peut diviser ce marché en 4 quarts, pour faire simple. Une maison ou appartement à la mer, à la campagne. Ça peut être en ville également. Laissez-moi vous rappeler qu'à Avenue Montaigne, à Paris, il y a plus de résidences secondaires que de résidences principales. Et puis, ça peut être... Avenue Montaigne.
Ah, j'y passe de temps en temps. Par exemple. Mais tout le monde n'y habite pas. Alors rassurez-vous, on n'est pas obligé d'habiter l'avenue Montaigne ou l'île de Ré, et il y a des maisons à moins de 100 000 euros. Et vous avez des exemples à nous donner? Plus près de 50 000 euros. Regardez cette maison à Châteaudun, par exemple. Tout le monde situe Châteaudun. Dans le 28. Nous sommes à peine à 2 heures de la région parisienne, de Paris, 1h30 dans le 28, l'Eure-et-Loire. Eh bien, je vous propose presque 80 mètres carrés. Ça, c'est habitable, avec un jardin de 300 mètres. Regardez. Alors, la déco plaît ou déplaît, mais en tout cas, c'est sans travaux. On pose juste vous arrivez. Ouais. Regardez le prix. 58 000 euros, c'est-à-dire sans apport, avec des taux extrêmement bas pour 250 euros par mois, ben vous êtes propriétaire de votre maison de campagne. Un autre exemple? Un autre exemple, à Rémalard, dans le Perche. Souvent, d'ailleurs, 2 départements reviennent pour ces maisons pas chères. Ces 2 départements sont l'Orne et l'Yonne. L'Orne, on est vraiment dans le Perche, Rémalard en est un exemple, et puis Lyon, vous êtes à quelques pas de la Seine-et-Marne, il faut faire 100 km de plus, vous êtes aux portes de la Bourgogne, et puis vous verrez que près d'Auxerre, vous avez quelque chose. Là, regardez, 55 000 euros, 5 pièces, une fois de plus, c'est à rafraîchir peut-être, mais à 55 000 euros, vous êtes propriétaire de votre maison avec 100 mètres carrés. 100 mètres carrés, quand même. 100 mètres carrés. À bien moins de 100 000 euros. C'est impressionnant. Oui, et c'est très étonnant et c'est intéressant ce que dit Fabrice, parce que rappelez-vous, il y a une dizaine d'années, typiquement le Perche, c'était l'endroit à la mode où les copains, justement, on prend la voiture, on y va, beaucoup on de est Parisiens près d'un golfe, d'une forêt, beaucoup de Parisiens s'étaient installés là-bas. C'était un peu l'Eldorado pour la campagne, pas cher, à 1h30, 1 heure de Paris. Et cette maison se vendait à quel prix il y a 10 ans? 4 fois plus cher, les prix ont littéralement décroché là-bas. Et donc, il y a eu un effondrement. Et pourquoi tout le monde est parti? Beaucoup de gens sont partis parce qu'il y a eu la crise économique entre-temps. Et puis, en quête de divorce, en quête de séparation, beaucoup de choses interviennent. Et aujourd'hui, ce n'est pas évident non plus d'acheter, mais ça peut être une bonne opportunité quand on veut démarrer, voilà, autour de 60 000 euros, par exemple, ou 80 000 euros. Est-ce que les ventes aux enchères, ça peut aussi être des bons plans pour des résidences secondaires? Alors, ça fait partie des bons plans, effectivement. Les notaires en organisent régulièrement. Alors, il y a les ventes aux enchères physiques, et puis maintenant, ils développent de plus en plus des ventes aux enchères, ce qu'on appelle interactives, sur Internet. Alors, ça ne veut pas dire qu'on achète directement, là, comme ça, en faisant une offre. Il faut toujours se rendre sur place. Très important quand même y aller pour éviter les mauvaises surprises. Oui, ça se développe énormément. Et puis, il y a d'autres choses qui se développent. C'est le fait qu'on peut être châtelain à petit prix. Il y a beaucoup de châteaux en France, de patrimoine, qui sont laissés, abandonnés, littéralement. Et attention au piège du beau château. Il y a des travaux que vous allez acheter avec un coût d'entretien qui est faramineux. Oui, mais il ne faut pas trop dire, il ne faut pas non plus décourager les futurs châtelains, parce qu'on peut avoir... Il faut savoir que dans le prix, il faut intégrer le coût d'entretien. Nous avons l'obligation de rappeler qu'il y a un coût d'entretien. Bien sûr. Alors, vous nous parliez des lieux qui sont assez raisonnables en termes de prix. Vous avez fait un sondage chez Explorimo pour savoir les lieux qui faisaient le plus rêver les Français. Oui, alors on est dans la part du rêve. Donc, imagine, on ferme les yeux, on est le vendredi soir, on s'y retrouve comme ça, on est à table et tout. En premier, c'est le bassin d'Arcachon. Ah oui. Destination de rêve. Ah, donc alors, plutôt l'ouest. Plutôt l'ouest, bassin d'Arcachon au premier, qui a tous les suffrages. C'est la Gironde, et puis tout ce qui est autour de Bordeaux fait aussi rêver, l'accès, voilà, le climat, la culture, le patrimoine, donc bassin d'Arcachon au premier. Deuxième position, alors c'est, je vais vous dire, le 21e arrondissement de Paris, c'est la Normandie, c'est Deauville. Deauville qui est en deuxième position. Après, on retrouve Cassis. Alors, Cassis, ça, c'est l'un des secteurs les moins accessibles en termes de budget des Donc là, on est dans le sud-est, là. Mais voilà, on profite à la fois d'une situation idéale entre la mer et la montagne. Et puis après, on a des valeurs sûres. C'est l'île de Ré, c'est Biarritz, c'est Quiberon, c'est Saint-Jean-de-Luz, Ramatuelle et même Porto Vecchio. Voilà, en tout cas, c'est pas donné, bien sûr. Oui, c'est ça. Effectivement, là, c'est le rêve. C'était la part de rêve. Mais... Pardon, oui, non, j'ai juste une chose. On peut toujours se rapprocher du rêve sans être dans le rêve. Deauville, c'est quasiment les prix parisiens. Vous reculez à 10 km de Deauville, vous avez des choses magnifiques. Absolument. Évidemment, il faut accepter de reculer un peu par rapport au bord de mer. Vous avez entièrement raison. Juste, typiquement, un bon plan à côté. Alors déjà, Deauville, Trouville, on passe le pont. Juste à côté de Trouville, vous avez Touques. Bien sûr. Touques, c'est 4 fois moins cher. Et ça touche Deauville. Non, ça touque Deauville. Et justement, Fabien, toi, tu as relevé des bonnes affaires, pas loin de ces villes. Oui, alors c'est les Parisiens qui l'a fait. Pas loin de ces villes très attractives. Effectivement, à quelques kilomètres. Il y a une carte, je vais vous montrer plus précisément. Le Parisien a fait tout ça très très bien.
Des prix à moins de... Alors, des maisons à moins de 100 000 euros. Donc, regardez là. Bagnole de Lampe dans l'Orne, on en parlait tout à l'heure. Maison, ici, 1317 euros par mètre carré. C'est plus précis en mètre carré que de parler comme ça dans le vague. Plus au nord, en Seine-Maritime, le Tréport, 1348 euros le mètre carré. C'est pas cher. C'est des biens en parfait état. Tout au sud, c'est évidemment plus cher. Il n'y a pas que le bassin d'Arcachon, évidemment, qui est cher. On est à Toreil, en Pyrénées-Orientales, à un peu plus de 2000 euros de mètre carré. Et à Arles, dans les Bourges-du-Rhône, près de ces villes-là, pareil, on frôle les 2000 euros, le mètre carré. C'est un peu plus cher, évidemment, des biens en parfait état. Je rappelle qu'on peut les louer pendant les périodes où on n'est pas dans ces biens-là pour amortir les charges et les impôts, avec bien souvent des abattements fiscaux. On n'y pense pas 50% en moins. Alexandre a une question pour vous. Il vous dit acheter une vieille grange à retaper au milieu des champs. Est-ce vraiment un bon plan ou une fausse bonne idée? Qu'est-ce que vous diriez? Il faut être bricoleur, il faut réfléchir. Parce que là, évidemment, soit je suis bricoleur et j'ai envie de passer mes week-ends à bricoler, c'est-à-dire que je sacrifie une bonne part de mes vacances, mais si le bricolage est ma passion, pourquoi pas? Et à défaut, à contrario, il faudra envisager de faire un devis avant l'achat pour avoir une bonne estimation et une estimation fiable des travaux. Parce que la grange n'est pas chère. Mais si on est bricoleur et qu'on a peu de moyens, ça peut être un bon système pour démarrer en tout cas. Évidemment, et beaucoup on peut en trouver très peu cher aujourd'hui. Vous avez des granges à 30 000, 20 000, tout dépend de l'endroit que vous choisirez. Et là, on a choisi de les restaurer sur une décennie ou deux. Ça coûte pas cher, effectivement, mais c'est du temps. Là, j'ai un exemple. J'ai peur que vous me reprochiez de faire une fixette pour Châteaudun. Mais oui. Je vous ramène à Châteaudun. Qu'est-ce que vous avez avec ça? Il se passe quelque chose à Châteaudun. Vous avez une grange, 110 mètres carrés habitable, exploitable. Alors, tout est à faire, évidemment. Mais cette grange, je ne sais pas si vous la voyez, elle est en bel état. 35 000 euros, vous pouvez l'exploiter sur 2 niveaux. Voilà un exemple parmi d'autres. Alors après, on a commencé à en parler, mais des coûts liés à une résidence secondaire. Françoise nous dit combien coûte l'entretien d'une résidence secondaire à l'année. Est-ce que ce n'est pas un gouffre financier? Ça peut. Alors, il faut vraiment faire très attention. Il y a des règles d'or dans le domaine. Tout d'abord, bien penser à l'emplacement, très important en cas de revente après. Anticiper effectivement dès le début les travaux. Les travaux avant, on y va avec ou un ami artisan ou un ami idéalement architecte qui peut déjà donner un petit peu des idées sur ce qu'il faut. Tout le monde. Je sais pas, mais bon. Anticiper bien sûr les travaux pendant, c'est-à-dire tout au long de l'année, s'il y a un jardin, s'il y a l'entretien d'une piscine, les charges en matière d'électricité, de chauffage, c'est très important. On dit généralement que c'est entre 5 et 7% sur le prix d'une maison qu'on peut acheter, du prix d'achat, en moyenne. Alors certains disent moins. Toi, tu dis qu'on va dépenser. Moi, je dis moins, tout dépend où est la maison, évidemment. Si elle est en bord de mer, attendez, qu'on va dépenser à l'année, qu'on va dépenser absolument chaque année. Correspond bien sûr sur 200 000 euros, par exemple sur l'achat d'une résidence secondaire ou 150 000 euros, il faut compter à peu près 5 à 7% sur le coût. Donc 10 à 15 000 euros d'entretien. Oui, il faut en avoir conscience. Et les taxes aussi, parce qu'on est taxé. Plus les taxes. Absolument. Si vous aimez la taxe d'habitation, vous adorerez la surtaxe d'habitation. Parce que je vous rappelle que non seulement les résidences secondaires ont une taxe d'habitation. Mais maintenant, il y a un sujet. Et il y a une surtaxe d'habitation, puisque c'est François Hollande, dans sa loi de finances 2017, qui était un président parmi les plus créatifs en matière d'impôts, a créé cette surtaxe d'habitation de 5 à 60% de plus pour les résidences secondaires. Je vous rappelle que les propriétaires de résidences secondaires ne votent pas dans les communes où est la résidence secondaire. Donc le maire a peu de pudeur finalement pour prendre 60%. C'est peut-être ça qui a fait baisser aussi les résidences secondaires et qui a fait baisser ce marché. Et c'est le cas de Nice, notamment la ville de Nice. Je crois qu'il y a Saint-Nazaire qui est à 60%, Bordeaux à 50%. Il y a également... Par contre, la Baule considère typiquement que non, il ne faut pas surtaxer parce que ça fait venir aussi des touristes, des gens, ça fait aussi travailler l'économique, c'est important. Mais alors, on disait tout à l'heure que certains étaient locataires de leur résidence principale et propriétaires de la résidence secondaire. On se demande, ça vaut le coup de faire cette opération-là quand on ne veut pas acheter sa résidence principale, par exemple? Un ménage sur... quand on dit qu'il y a 3 300 000 résidences secondaires, pour faire simple, c'est qu'un ménage sur 10 possède sa résidence secondaire et 2 ménages franciliens sur 10 possèdent la résidence secondaire. Et après qu'on le fasse, c'est une chose, mais est-ce que ça vaut le coup vraiment financièrement de le faire? Ou fiscalement? Alors fiscalement, c'est un très mauvais choix. C'est ça, on est d'accord. Locataire de sa résidence principale et propriétaire de sa secondaire. Donc fiscalement, c'est un mauvais choix, mais souvent, il n'y a pas de choix possible. Il n'y a pas de choix. On ne peut pas acheter. Autre question, c'est Caroline qui vous demande, est-ce que c'est préférable de créer une SCI, comme on l'a vu là dans le reportage, avant d'acheter une résidence secondaire pour payer moins de frais? Ça vaut le coup de... Il faut vraiment que
La SCI se prête à une situation particulière. Souvent, l'on voit des SCI familiales où ça peut être cohérent par rapport à la fiscalité. Je vous rappelle qu'on peut donner 100 000 euros par enfant tous les 10 ans. Donc souvent, on a des parents qui intègrent dans ce projet d'acquisition les enfants parce qu'il y a là une véritable utilité. Il y a un abattement supplémentaire sur les SCI parce que c'est difficile à revendre. Hein. On en parlait tout à l'heure. Il y a cette illiquidité-là. Donc il y a un peu plus de 100 000 euros en réalité puisqu'il y a un abattement de 15% en plus. Ouais. C'est pour des raisons transmission de patrimoine que c'est intéressant. Et après, c'est au cas par cas. Il faut vraiment faire très attention au statut. Et juste pour rebondir par rapport à l'argent, il y a vraiment un nouveau phénomène, une tendance. En tout cas, nous, on l'a vu dans le sondage sur Explorimo, et c'est vrai que vous l'avez sans doute autour de vous. Oui, acheter une résidence secondaire, d'accord, mais il faut que ça rapporte. Et il faut qu'on puisse la mettre en location. C'est très important. C'est vraiment une tendance de fond qui est avec évidemment Airbnb, Abritel et compagnie. Et ça, de plus en plus, je pense que vous devez le voir aussi. Donc ça veut dire que c'est possible de la rentabiliser comme ça. Oui, tout à fait. Alors qu'avant, on ne pouvait pas. Ça permet de payer peut-être les frais dont vous parliez. Et les voilà, on s'y retrouve. Bon, bah voilà. Merci beaucoup à tous les deux et merci à Ghislain Gérin qui nous a aidé à préparer ce dossier.